Bonjour chers téléspectateurs, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau dans une autre capsule, toujours dans la suite du cours gestion de stock. Dans cette capsule, nous allons voir la gestion calendaire de stock, mais pour le cas d'une rotation non nulle. Alors c'est parti vers le contenu de cette capsule. Bon, alors là, la gestion calendaire à rotation non nulle, pour rappel, c'est lorsque les invendus d'une période seront vendus, mais aux périodes suivantes, c'est-à-dire aux périodes ultérieures. Donc c'est de loin le cas le plus répandu. Alors là, la variable de commande du système, c'est le S, qui représente le niveau de recomplètement du stock, c'est-à-dire là le niveau du stock que l'on cherche à retrouver périodiquement. Alors, remarquons une différence fondamentale avec le cas de stock à rotation nulle. En fait, la commande à passer pour un approvisionnement au début de période n'est plus fixe. Alors là, deux cas sont possibles. Il reste un stock résiduel positif et dans ce cas, on commande la différence entre le S qui représente le niveau de recomplètement et le stock résiduel, soit le stock résiduel et les nuls et dans ce cas, on commande juste S qui augmentait les demandes non satisfaites de la période précédente qui ont pu être reportées. Bon, alors là, nous allons toujours, comme la vidéo précédente, nous allons vu le cas d'une distribution continue et le cas d'une distribution discrète. Donc, c'est la même chose pour ce cas-là. Donc, pour le cas de la distribution continue, donc en utilisant la loi normale, donc là, pour illustrer le processus de détermination du seuil de recomplètement ou le niveau optimal de recomplètement, c'est-à-dire le niveau qui minimise le coût. Et on rappelle que la formule ou la fonction du coût, c'est bien le CPIP plus le CRIR. Donc là, c'est le coût de possession plus le coût de rupture. Alors, on suppose que la demande hebdomadaire d'ampoules, donc là, nous allons traiter le cas de la vente des ampoules. Donc là, on suppose que la demande hebdomadaire d'ampoules de 60 watts suit une loi normale de moyenne 300 et d'écart type 20. Le réapprovisionnement se fait en début de semaine chez le grossiste au prix d'achat de 3 l'unité et les ampoules sont vendues au prix de 3,5 à l'unité. On suppose un taux d'opportunité annuel de 20%. Bien, alors là, pour calculer le coût de possession, c'est bien le coût d'achat ou le prix d'achat qui représente 3 fois le taux annuel ou le taux d'intérêt ou le taux d'opportunité annuel, c'est bien les 20%, ce qui donne un coût unitaire de possession annuel par ampoule en stock de 0,6. Maintenant, pour calculer le coût de possession hebdomadaire, il suffit de tenir compte du nombre de semaines sur lesquelles la demande s'exprime. Donc ici, on suppose le magasin, il est ouvert 52 semaines par an. Puis, on va diviser donc le coût annuel de possession sur le nombre de semaines, ce qui va donner un coût de possession hebdomadaire. Bien. Alors là, remarquons qu'à la différence du cas de la rotation nulle ou le cas du stock à rotation nulle, la perte liée à une ampoule en stock n'est plus son prix d'achat, mais c'est plutôt la perte financière due au gel en stock de son prix d'achat. Et dans ce cas, on va calculer le coût unitaire de rupture qui correspond à la marge non réalisée par ampoule. Donc là, nous avons le prix de vente moins le prix d'acquisition et le prix d'achat, ce qui va obtenir donc là un coût unitaire de rupture de 0,5. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est le niveau de recomplètement optimal du stock? C'est-à-dire là, quel est le niveau de recomplètement du stock qui va minimiser la fonction du coût de stock? Alors là, pour le calcul du stock moyen possédé, nous savons tous la formule. Donc là, on peut maintenant tirer l'expression de IP en fonction de IR. Alors, IP représente le S, le niveau de recomplètement, moins la moyenne sur 2, puis le coût unitaire de rupture sur 2. Ce qui va donner un IP égale à S plus S de R, une expression de IR sur 2. Alors là, il faut retenir ces relations-là. Et donc là, on peut exprimer en fonction du seuil IR la fonction du stock, juste en remplaçant la formule IP par sa formule, ce qui va donner
1. Donc là, une fonction du coût de stock égale à CP fois S moins X bar sur 2 plus CR plus CP sur 2 fois le IR. Donc là, une seule variable, c'est le IR de S. Dans le cas d'une loi de demande continue, donc là, le cas d'une loi normale, il suffit d'annuler la dérivée. Donc là, dans ce cas, nous avons la dérivée égale à 0 et d'où la probabilité que x soit supérieur à s égale à cp sur cr plus cp sur 2. Maintenant, revenons à notre exemple de vente d'ampoules électriques. En appliquant la relation, nous allons avoir une probabilité égale à 2,28%. Et donc là, en revenant à la table de la loi normale, quelle est la formule, quelle est la valeur de z qui nous permettra d'obtenir une probabilité de 0,0228? C'est bien un z est égal à 2. Donc là, en revenant à la valeur de z, z c'est quoi? C'est s moins la moyenne sur l'écart type égale à 2, ce qui va donner un niveau optimal de recomplètement, s égale à 340. Juste à titre d'information et d'explication, comment nous avons obtenu le z. Donc on revient à la table de la loi normale. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la probabilité égale à 0,0228, ce qui correspond bien à la valeur de z est égale à 2. Bien, alors tout comme dans le cas du stock à rotation nulle, on peut déduire quand même les principaux indicateurs de la solution optimale qui sont choisis. Donc là, à savoir le nombre moyen de rupture, IR, qui est égal toujours la même formule, c'est sigma fois G de TS. Donc là, en revenant à la table de G de TS, nous allons voir que TS qui est égal à 2, donc sa valeur c'est 0,0084 fois l'écart type, ce qui va donner un nombre moyen de rupture égal à 0,168. Et puis pour calculer le IP en appliquant la formule, puis le calcul du coût moyen de stockage. Donc en remplaçant IP, CPIP par ses valeurs et puis CRIR, ce qui va donner un coût moyen de stockage égal à 2,28 et puis notre marge hebdomadaire moyenne, puisque c'est hebdomadaire, donc là c'est bien la marge unitaire fois la moyenne 300 moins le coût moyen de stockage, ce qui va donner une marge hebdomadaire moyenne de 147,72. Bien, juste à titre d'illustration et d'explication, donc revenons à la table de G de TS. Donc pour un TS égal à 2, G de TS c'est bien les 0,0084. Alors maintenant, le cas d'une distribution mais qui est discrète. Et donc là, on va utiliser la loi de Poisson. Bien, donc nous avons la formule de IP, nous avons la formule de C2S, la même chose. Maintenant, pour les calculs par des calculs analogues à ceux du cas de la rotation nulle, donc on détermine finalement le niveau optimal de recomplètement par la formule suivante. C'est bien le CP sur CR plus CP sur 2 qui est comprise entre les deux types de probabilités. La probabilité que X soit supérieur à S et la probabilité que X soit supérieur à S moins 1. Donc là, ce qui va donner un coût de rupture, c'est bien le lambda fois c'est la probabilité que X soit supérieur à S moins 1 moins le S fois la probabilité que X soit supérieur à S. Et puis, en illustrant par un exemple de cas, donc là, voici donc là, illustrant les choses par l'exemple suivant, c'est l'achat de pièces de rechange. Donc l'ingénieur de production passe la commande d'un modèle de pièces détachées d'une machine pour laquelle il craint un approvisionnement difficile. Donc là, les conséquences d'un arrêt de la machine à cause d'un retard de livraison de la pièce sont particulièrement onéreuses. Et donc dans ce cas, le coût d'un arrêt de production est d'environ 25 000. Alors en achetant cette pièce, en même temps que la machine, le coût unitaire d'approvisionnement est d'environ 1000. Alors là, l'expérience passée de l'ingénieur l'incite à exprimer la distribution des pannes sur la durée de vie du matériel par une loi de Poisson de paramètre 1, c'est-à-dire lambda est égal à 1. Et dans ce cas, les pièces pourront être illustrées sur la machine suivante. La durée de vie de la machine est d'environ 4 ans et le taux annuel c'est 25%.
Bien, alors il est clair qu'il s'agit d'un problème de gestion calendaire à rotation non nulle. Donc là, ce que les pièces pourront être utilisées sur la machine autre que donc dans des périodes suivantes, donc sur la machine suivante. Et dans ce cas, on va déterminer le stock initial de pièces à commander avec les machines, mais tel que la formule à appliquer. Donc là, le coût de possession sur le coût de rupture plus le coût de possession sur 2 doit être compris entre les deux probabilités. La probabilité que x soit supérieur à s étoile et la probabilité que x soit supérieur à s étoile moins 1. Et rappelons que S étoile, c'est le stock initial de pièces à commander par la machine. Bien, on calcule tout simplement le coût unitaire de rupture qui correspond à l'arrêt de machine, c'est les 25 000. Puis le coût de possession, c'est le coût, donc c'est le nombre d'années fois le taux annuel fois le prix, donc là d'acquisition c'est 1000, d'approvisionnement, ce qui va donner donc 1000. Et puis donc là, la demande de pièces provient de l'occurrence de panne. Donc ça suit une loi de Poisson, 2 paramètres lambda est égal à 1. Donc en appliquant la relation CP sur CR plus CP sur 2, nous allons obtenir une valeur de 0,03922. En revenant à la loi de Poisson, pour une valeur de lambda est égale à 1, nous allons chercher quelles sont les valeurs de x qui correspondent, donc quelles sont les probabilités là où cette valeur elle est comprise entre les deux types de probabilités, ce qui va nous permettre d'identifier et déduire la solution optimale qui est la valeur de S. Donc c'est bien, donc en revenant à la loi de Poisson, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la valeur de 0,03922, elle est comprise entre les deux types de valeurs, entre 0,0190 et 0,0803, ce qui correspond à un S est égal à 3. Bien, alors j'arrive à la fin de cette vidéo. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Si vous avez liké, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos suggestions. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous regardez donc la chaîne pour la première fois pour ne rater aucune de nos futures vidéos. Je vous remercie tous pour vos encouragements, pour votre attention et la prochaine vidéo. À la prochaine. Donc la prochaine vidéo porte sur maintenant la gestion par point de commande. Donc nous allons voir quelles sont les spécificités de la gestion par point de commande, bien sûr, dans la capsule suivante, la prochaine capsule. Merci pour votre attention, à la prochaine.